Est-ce que Sarah Metakabenge, la grande envergure, Kokuta, la Bino, Sumokola Lelo, merci de la confiance au Bopé Sarabiso à chaque fois, la KTG, Nabino, Zali Bongo Penda, Tosso, la Kamakambo, la République démocratique du Congo, Makambo, Kosala passe, Makambo, Kodérangé, Tobeta Ramona, Moyimbo, Kamoko, Alobaramala, Mwasa, Kamalam, Akanisa Kamalamu, na cadre ya hygiène mentale. Alors, na cadre hygiène mentale, là, ni lelo, Noël Tchani, moi, il y a invité Nabiso, il y a Mokola Lelo, a adressé lettre, moi, quand il y a la présidence nationale, et puis on sent plus président, il y a Sénat, Papa Modeste Bati, pour na ko, et puis ça va être une session de mars, oyo, te babongo penda, bacha di ko na mesa, ba kanisa, j'ai dit, loi ya Congolité. Mais pourquoi? Question. De l'autre côté, comme ça, la reprise de la rentrée parlementaire, les acquis le 15 mars, les acquis réellement, tous les acquis une ouverture, il y a rentrée, les acquis. Mais est-ce que la loi sur la congolité, je peux le dire comme ça, connue de tous, et cause sur la table, opportune ou pas pour nous, nous avons des questions, vous avez notre invité à de réponses, et puis vous, le téléspectateur, les internautes, vous avez comme ça de commentaires. Alors, pour ce faire des cas, vous s'abonner massivement, vous partagez, vous likez pour que vous allez bien. Pour le permettre de communiquer, on aura à faire le mission en français pour permettre à notre invité de communiquer. Ce qui importe n'est pas la langue, mais ce qui importe la communication, et c'est que notre invité pourra nous parler. Alors, je dis bonjour à notre invité. Bonjour madame. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. On peut vous appeler candidat malgré à l'élection de 2018? Je suis un candidat très heureux, très heureux, parce que je vois la montagne des problèmes qu'il y a devant. Je me suis dit, j'ai de la chance de n'avoir pas été élu président à ce moment-là. Mais j'ai pris le temps, depuis ce temps, de me préparer pour qu'à l'avenir, quand je serai président, je pourrai régler ces défis-là avec beaucoup de précision, beaucoup de méthodes. Quels sont les problèmes que vous avez constatés avant que vous soyez président de la République, si Dieu le veut, bien sûr? Mais la société ne tourne pas, les Congolais vivent très mal, les infrastructures de base manquent, la gouvernance est mauvaise, l'état de droit ne fonctionne pas. Bref, il n'y a rien qui marche pour l'instant. Il faut attendre qu'on prenne le temps de régler ces défis-là avec beaucoup de méthodes. Vous êtes en train de nous dire que la politique à appliquer Félix Tshisekedi n'est que néant zéro? Je n'ai pas dit ça, il ne faut pas me mettre dans la bouche ce que je n'ai pas dit. Vous voulez dire quoi par là? Tous ces défis-là existent depuis que le Congo existe. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu accumulation de ces problèmes. Accumulation veut dire qu'on a atteint un point où, pour les régler, ça prendra du temps. Félix Tshisekedi peut faire ce qu'il peut pendant son mandat, et même si on lui donnait 2 mandats, il ne va pas régler tous ces problèmes-là. Donc les problèmes continuent à être là. Il faudra que nous puissions les régler avec beaucoup de méthodes. En tant que candidat à l'élection de 2018, donc quand bien même que vous avez raté les élections, est-ce que Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, qu'est-ce que vous pouvez dire que Tshisekedi a réussi dans son mandat? Non, je n'ai pas le temps de faire le bilan du régime de Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Je crois qu'il faut lui donner le temps de travailler. Il a un mandat de 5 ans. Nous allons faire le bilan à la fin de 5 ans. Aujourd'hui, c'est précipité pour faire le bilan. Je pense que c'est prématuré. C'est prématuré, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de son initiative, la vision qu'il a portée en République démocratique du Congo de l'Union sacrée? L'Union sacrée a apporté un nouveau vent en République démocratique du Congo dans la classe politique congolaise. Bon, je ne connais pas très bien cette histoire-là. Nous avons été consultés par le chef de l'État avant qu'il puisse mettre en place l'Union sacrée. On avait donné notre accord que pour construire le Congo, il fallait mettre les gens ensemble. Et je pense qu'il a tenté de le faire, mais dans la réalisation de l'Union sacrée, il y a eu de ratés. Étant donné que pour former le gouvernement, il s'est penché simplement sur des groupes qui avaient de représentation à l'Assemblée nationale. Ils ont exclu tous les autres qui n'étaient pas à l'Assemblée nationale. En le faisant, on a fermé l'Union sacrée dans des anciennes structures qui ont existé, qui ont géré le pays et qui n'avaient pas réussi. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est un ramassis de tous ces gens-là qui ont toujours tourné autour du pouvoir, qui ont toujours occupé des postes dans ce pays-là, tous les caciques-là. Donc il n'y a pas du sang neuf, le sang neuf qui était incarné par d'autres personnes qui n'étaient pas dans l'Union sacrée. Nous, par exemple, il y a
tous les anciens candidats à la présidence. Ce sont des gens qui n'avaient pas été dans la gouvernance du pays. Donc, on nous avait consulté et quand il fallait former le gouvernement, ils se sont retirés pour faire une affaire donc, entre eux. En d'autres termes, moi, personnellement, je considère qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ils ont constitué l'Union sacrée basée sur du vieux et il n'y a pas de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouvelles visions. Avant de revenir sur le renouvellement de la classe politique, parce que vous avez dit faire de neuf ou quelque chose comme ça, je vais d'abord poser une question. Est-ce que ça vous tique ou bien ça vous dérange de ne pas avoir de poste ministériel ou bien assumer une responsabilité au sein du gouvernement? Je pense que je suis très bien comme je suis et je contribue en faisant des critiques constructives sur mon pays. Donc, moi, je ne me bats pas pour avoir des petits postes. Je vois un Congo plus grand que nous allons réaliser en mettant tout le monde ensemble avec des méthodes différentes. Maintenant, pour y arriver, est-ce qu'il faut être un petit ministre dans le gouvernement actuellement? Dans son secteur, on peut aussi faire quelque chose de bien. Je ne pense pas. Donc, on ne parle pas en termes de moi ayant un poste quelconque. Je parle en termes de ce qui est fait pour le pays. Est-ce que le pays tourne bien ou ne tourne pas? Et pour l'instant, je constate que ça ne marche pas. Le pays ne marche pas, ce sont des paroles de notre invité, Noël Tchani Mwadiavita. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire l'émission en français pour permettre à notre invité de s'exprimer bien, de bien communiquer, parce que pour lui, la langue officielle, c'est la langue française. Donc voilà. Monsieur Noël Tchani, il s'avère que vous avez adressé une lettre au président du Sénat et puis du Parlement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Encore la loi de la congolité sur la table? D'abord, je voudrais vous corriger. La loi que nous proposons n'est pas la loi de la congolité. C'est quelle loi? La congolité, c'est un terme péjoratif inventé par des gens qui veulent invoquer des mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent faire allusion à la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais vous dire que la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas la même que celle de la RDC aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on refusait la nationalité ivoirienne à 7 millions d'Ivoiriens qui venaient du nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. On disait que ces gens-là ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés. Et le président Ouattara vient de ce coin-là, et je le connais personnellement, et on en avait parlé d'ailleurs. Et maintenant, en ce qui concerne la RDC, on ne refuse la nationalité congolaise à personne. On ne refuse pas la nationalité congolaise, on dit que tous les Congolais restent Congolais, sont des Congolais. Et d'ailleurs, notre proposition de loi va donner plus la nationalité à plus de Congolais que nous avons aujourd'hui. Par exemple, les 10 millions de Congolais à qui on a arraché la nationalité congolaise parce qu'ils sont dans la diaspora, parce qu'ils auraient pris des nationalités étrangères. Notre proposition de loi propose le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour que, quand vous êtes Congolais, vous restez Congolais jusqu'à la mort. Donc, ceux qui avaient perdu la nationalité congolaise à cause du principe de l'exclusivité contenue dans la constitution actuelle qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. On va supprimer ce principe-là, adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire que ceux qui avaient perdu la nationalité vont recouvrer leur nationalité congolaise. Au total, 10 millions de personnes vont bénéficier de cette loi que nous proposons. C'est salutaire. Nous sommes très généreux. Donc, c'est le contraire de la congolité. La congolité aurait voulu qu'on refuse la nationalité à un certain nombre de compatriotes. Nous, on redonne la nationalité à nos compatriotes. Donc, il ne faut pas utiliser ce terme-là. La loi, elle est connue comme étant la loi Tchani, de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. C'est ça le terme approprié qu'il faudrait utiliser. Avant de parler de la lettre que je vous ai posé la question, votre adresse au président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas député. Vous n'êtes pas élu du peuple. C'est lui qui ira représenter ou parler de la loi, c'est un député. Comment alors voulez-vous qu'on appelle la loi sous votre nom? Il reconnaît que cette loi a été initiée par quelqu'un et cette personne-là s'appelle Noël Tchani. Le porteur, c'est l'honorable. S'il vous plaît. C'est pour ça que le public utilise le terme de l'initiateur comme pour faire allusion donc à la loi. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse appeler la loi n'importe quoi. Mais vous venez de marteler ici par rapport à l'appellation. S'il vous plaît, je vous dis, vous savez, si vous voulez qu'on continue la conversation, vous me laissez parler. Je vous laisse. Parce que vous connaissez que j'ai l'habitude donc d'interrompre les conversations. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Si vous continuez à me gêner, je vais interrompre la conversation. D'accord, on continue. Voilà. Donc, maintenant, la loi, pourquoi j'ai écrit au
président de l'Assemblée nationale. J'ai écrit pourquoi? Parce que la loi était présentée à l'Assemblée nationale au courant de la session de septembre 2021 par Honorable Asinki Poulou, que je salue au passage. Un député exceptionnel, distingué, un patriote convaincu, quelqu'un de bonne qualité, quelqu'un dont le pays a besoin aujourd'hui, aura besoin de lui demain. Maintenant, une fois qu'on a présenté cela, il s'est fait que pendant cette session de septembre 2021, il y avait des priorités nationales. Ces priorités nationales qui devaient être gérées dans un certain temps étaient l'approbation du budget de l'année 2022, l'approbation du rapport sur la reddition de comptes du budget de l'année 2020 et l'approbation du budget rectificatif de l'année 2021. En plus de cela, il fallait gérer la question de la mise en place du bureau de la CENI. Ces choses-là ont occupé tout le calendrier électoral, tout le calendrier parlementaire de la session de septembre. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de temps pour mettre d'autres propositions de loi sur la table de discussion. C'est ainsi que cette fois-ci, nous estimons qu'il est temps qu'on mette ces propositions de loi qui n'avaient pas été programmées en 2021, qu'on les mette sur la table aujourd'hui. Alors, j'ai écrit cette lettre au président de l'Assemblée nationale, à tous les députés, avec ampliation au président du Sénat et à tous les sénateurs, pour simplement donc leur rappeler qu'il y a cette proposition sur la table et que cette proposition, elle est très importante. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté nationale sont très prioritaires dans notre pays. On ne peut pas parler simplement d'améliorer le niveau social de la population, de développer le pays dans un pays qui va perdre la souveraineté nationale d'un moment à l'autre. Il faut gérer la question de souveraineté nationale, nous assurer de l'intégrité territoriale, pour nous concentrer aux effets. J'ai écrit cette lettre-là pour rappeler à ces honorables-là qu'il y a cette proposition, elle est importante et pourquoi il faut qu'on puisse penser la programmer pendant cette session de mars 2022. Pendant cette session de mars 2022, la loi est importante pour vous, mais le chef de l'État, lors d'une interview accordée à l'étranger, il a dit que la loi n'est pas importante. Le président de l'Assemblée nationale a dit que ce n'est pas une priorité, ou bien aussi le président du Sénat. Et le président qui est le souverain, le garant de la nation, a manifesté que la loi n'est pas importante, si importante en cette période. Pourquoi vous êtes en train de marteler sur ça? Mais vous attribuez au président de la République et au président du Sénat les choses qu'ils n'ont jamais dites. Ils ont dit ça. Ils n'ont pas dit ça. On a des vidéos. Président, s'il vous plaît, laissez-moi parler et vous dire ce qu'ils avaient dit. Le président de la République, dans une interview accordée à Washington, à la Voix de l'Amérique, il avait dit que, d'abord, il avait dit qu'il faut reconnaître à chaque citoyen l'initiative de proposer ce qu'il pense est bon pour améliorer la vie dans son pays. Et que dans ce cadre-là, Noël Tchani était tout à fait justifié de mettre cette proposition de loi sur la table parce qu'il considère, lui, que c'est important pour le pays. Ça, c'est la première chose que le président avait dit. La deuxième chose, il avait dit, mais il se demande, est-ce que ce ne sont pas des Congolais, des pères et des mères qui ont mis ce pays à genoux? C'est la question qui s'était posée, une question légitime. J'ai une réponse pour cela pour le président de la République. La réponse est que ce pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a été géré par tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, des étrangers qu'on a cooptés, qui sont devenus des Congolais, ou d'autres Congolais qu'on a ramassés dans la rue. On ne connaît même pas donc, qui est leur père, qui est leur mère, parce qu'ils sont sur notre territoire, on a dit qu'ils sont des Congolais. Donc, ils ont géré ce pays. Tout ce conglomérat a géré ce pays. Je peux vous donner quelques exemples. Comme Kengwa Dondo, il n'est pas Congolais de père et de mère. OK? Mais Kengwa Dondo a occupé les postes de Premier ministre pendant plusieurs années, plusieurs décennies dans ce pays ici. Donc, il est co-responsable de la mauvaise performance du pays que nous avons enregistrée jusqu'à ce jour. Je peux donner d'autres exemples. Mobutu Sese Seko avait comme directeur du cabinet Bisengimana. Bisengimana était un rwandophone. Donc, on peut dire que tous ces gens-là, il y a eu plusieurs, les Mario Cardozo, les Moïse Katumbi, tout ce monde-là. Oh, Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. S'il vous plaît. Oui. Ils ont tous participé à la gouvernance de ce pays. Alors, là où je suis mal à l'aise, c'est lorsque, quand ça marche bien, on dit que ce sont des Congolais. Quand ça ne marche pas, on dit que les autres là ne sont pas responsables, ce sont des Congolais de père et de mère qu'il faut blâmer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux maintenant qu'on puisse établir des règles claires pour que désormais les Congolais
qui vont gérer le pays soient des Congolais, des pères et des mères dans des fonctions de souveraineté nationale, telles que président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la Commission électorale nationale indépendante, gouverneur de la Banque centrale du Congo, les hauts magistrats de la République, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police, les premiers ministres et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, et aussi, on appelle ça comment? La DGM, le directeur général de la Direction générale des migrations, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, l'ANER. Tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. En plus de cela, il faut verrouiller leurs épouses pour que, quand vous occupez ces postes, qu'on puisse s'assurer que vous avez une épouse congolaise. Afin que, j'arrive, je vais vous donner un exemple. Imaginez, parce que les gens ne visualisent pas le danger qu'il y a quand on avance une idée. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Imaginez le président ukrainien aujourd'hui. S'il avait une femme russe, qu'est-ce que ce pays-là deviendrait? Vladimir Poutine prendrait le téléphone, appellerait donc sa compatriote et lui dire, dis à ton mari, voici ce que nous voulons faire. En ce moment-là, il y aurait conflit d'intérêts. Imaginez maintenant aussi que le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne. Vladimir Poutine prendrait le téléphone, l'appellerait pour lui dire, attention, toi tu es l'un des nôtres. Il aurait des loyautés partagées à l'égard de la Russie et à l'égard aussi de l'Ukraine. Pour éviter ces conflits d'intérêts-là, nous voulons que notre pays, dans ces postes-là qui ne sont pas très nombreux, j'ai oublié d'ajouter les gouverneurs de province, dans ces postes-là qui ne sont pas très nombreux, au total, on a une 50aine de postes à verrouiller. Il faut qu'on s'assure que nous avons des Congolais dont la loyauté est 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais cela ne veut pas dire que les autres citoyens ne sont moins Congolais que nous, les Congolais de père et de mère. Ils continuent à être Congolais à part entière, à bénéficier de tous les avantages, de tous les droits dans le pays. Sauf que pour ces postes-là, on les a réservés à des Congolais de père et de mère pour éviter des conflits d'intérêts, pour nous assurer que nous avons la loyauté. Et c'est bien pour tout le monde, tant pour les Congolais de père et de mère et pour les autres Congolais aussi, de s'assurer que le pays n'est pas infiltré à un niveau tel que on va compromettre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. On n'est pas le seul pays à avoir fait ça. Il y a d'autres pays. La Zambie, pour être président de la République, il faut être zambien avec les deux parents originaires de la Zambie, c'est-à-dire des autochtones. Les États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. De ce point de vue-là, de cette façon-là, on a exclu de la présidence de la République environ 100 millions d'Américains sur 325 millions d'habitants. Donc, le Congo démocratique ne doit pas être le seul pays naïf de la planète où n'importe qui peut venir de n'importe où et prétendre devenir président de la République ici ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Une question qu'un bon nombre de journalistes vous ont posée, mais je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous faire ce plaisir de nous répondre. Vous êtes une personne que vous avez beaucoup plus vécu à l'étranger, vous n'avez pas vécu votre vie plus à l'étranger, mais est-ce que vous-même n'avez pas eu à changer de nationalité? Je n'ai pas besoin de continuer à répondre à des futilités de ce genre-là. Vous savez pourquoi? Non, parce que vous êtes en train de parler sur des questions de la nationalité. Oui, j'arrive. Je vais vous dire une chose, que j'ai déjà répondu à cette question-là et je ne veux pas revenir encore là-dessus. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une distraction. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas ma personne qui importe. Ce qui est important, c'est le Congo. Et j'ai proposé quelque chose qui va bénéficier à tout le monde. La charité, en ce qui me concerne, je suis Congolais authentique. Et je voudrais vous rappeler une chose. Je voudrais vous rappeler une chose. Mon père, qui vient de la province d'Alomami, d'Nganajika. En Nganajika, il y a des villages. Mon père vient du village qu'on appelle Benampiana. Vous allez à Benampiana et vous allez trouver là-bas la tombe de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père. Vous pouvez aller jusqu'à 10 générations. Je vous donne l'adresse, vous pouvez aller parce que vous êtes originaire de là aussi. Quand vous arrivez en Nganajika, vous prenez le transport, vous allez comme si vous allez vers Mbujimaï, avant d'arriver à Kwamulumba, là où il y a donc la paroisse, vous tournez à droite, vous êtes à Benampiana, Benamunganda, et demandez, on va vous montrer les tombes de tous mes arrière-parents là-bas. Et je suis allé tout sur place, j'ai vu ça moi-même, donc je peux les identifier. Vous pouvez aller faire le DNA. Maintenant, vous partez juste dans le village à côté, on appelle ça Benekaseki, c'est le village de ma mère.
Et vous allez voir la tombe de mon grand-père maternel, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, ainsi jusqu'à 10 générations. J'ai fait mon arbre généalogique. Je vais le présenter donc un jour à la télévision pour que tout le monde puisse comprendre. Je demande à tous les Congolais de faire la même chose. Et vous allez voir que certaines personnes, à partir d'eux qui ont le corps physique en RDC, vous leur demandez votre père est qui, on vous amène dans un pays étranger. Vous leur demandez votre mère est qui, on vous amène dans un pays étranger. Votre femme c'est qui, on vous amène dans un pays étranger. Et ces gens-là, ils veulent diriger mon pays, la République démocratique du Congo, et pour distraire les gens, ils disent, oh non, lui il a vécu à l'étranger, donc il doit être étranger. Non, il a vécu à l'étranger, il est d'origine congolaise, il reste congolais. Il est authentique, il a le droit de défendre la terre de ses ancêtres. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mais est-ce que vous avez ici parlé de la loyauté, qu'on ne veut pas que notre pays soit infiltré et autres, nous voulons de personnes loyales. Est-ce que la loyauté est représentée seulement par un Congolais de père et de mère d'origine, ou bien la loyauté c'est question d'esprit et d'âme? Il me semble que vous ne comprenez pas je vous comprends très bien, mais je vous ai dit que pour éviter des questions de loyauté partagée, quand vous êtes d'un pays avec un parent, comme je l'ai dit, par exemple, si le président ukrainien avait un père russe et une mère ukrainienne, il serait partagé aujourd'hui à défendre le pays de son père ou le pays de sa mère. C'est ça qu'on appelle la loyauté partagée. Et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est que vous avez un côté qui est d'un pays et l'autre côté qui est de l'autre pays. Vous ne pouvez pas abandonner votre pays comme ça, ou le pays de votre père ou de votre mère. Nous voulons, dans ces postes-là, avoir des gens dont la loyauté est 100% à l'égard de la RDC. C'est ça le sens de la loyauté dont je parle. Monsieur Noël Tchani, qui sera votre candidat à l'élection de 2023? On n'en est pas encore là. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il y a un président en poste qui a un mandat de 5 ans. Il faut lui laisser le temps de pouvoir gérer le pays pendant toute la mandature. Et à la fin de la mandature, nous allons évaluer son budget et son bilan. Quand on va faire son bilan, et on va se poser la question, est-ce qu'il est sur la bonne voie ou il n'est pas sur la bonne voie? S'il est sur la bonne voie, ce serait logique peut-être de le laisser continuer. Mais s'il n'est pas sur la bonne voie, nous allons réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre le pays sur la bonne voie? Si la remise du pays sur la bonne voie passe par ma candidature à la présidentielle en 2023, on le fera. Mais si ce n'est pas ça le cas, on va évaluer en ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est prématuré de se prononcer sur ces questions-là. C'est prématuré de se prononcer, mais du moins, vous avez quand même quelques mots ou bien un discours à tenir devant la population de la République démocratique du Congo face aux réalités que vivent cette nation. S'il faut aujourd'hui mettre M. Noël Tchani, candidat à l'élection de 2023, parce que je crois et je pense que vous n'avez pas comme ça vous n'avez pas oublié vos ambitions d'être président de la République, quel discours vous allez tenir devant cette population? C'est celui que je tiens aujourd'hui. 1, il faut asseoir la souveraineté nationale. 2, il faut défendre l'intégrité nationale. Et 3, maintenant, toutes les autres questions du développement économique et social viennent en 3e position. Mais la priorité des priorités pour les Congolais, ils doivent savoir que la souveraineté nationale est l'élément numéro 1 que nous devons tous défendre aujourd'hui. Tous les Congolais, quelles que soient nos divergences politiques. Parce que si nous arrivons à perdre la souveraineté nationale, en d'autres termes, le Congo ne va plus exister. Pourquoi? Donc le discours, mais parce qu'on sera balkanisé par un infiltré au sommet de l'État. Parce qu'on deviendra des esclaves dans notre propre pays. D'où nous devons défendre d'abord la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et nous occuper maintenant d'autres choses par la suite. Maintenant, en ce qui concerne le développement économique et social, vous connaissez le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, sont en train d'être copiés aujourd'hui par le gouvernement. De façon d'ailleurs malsaine. Dans le plan Marshall, vous avez parlé de l'amélioration de la gouvernance. Ils sont en train d'en parler de ça, sauf qu'ils font le contraire de ce que j'avais préconisé. J'avais préconisé tolérance zéro à l'égard des détourneurs de fonds publics, la prédation des ressources naturelles et détournement des fonds publics. Mais ils ont amené l'état de droit. Aujourd'hui, ils ont amené l'état de droit qui ne fonctionne pas. Parce que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'état de droit, jugés, condamnés, mis en prison à Makala, tous, ils sont sortis, ils ont pris des jets privés, ils sont allés donc se promener, ils sont allés en vacances à l'étranger. D'où, moi, ce que je voyais comme étant état de droit, comme la lutte contre les antivaleurs, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Au-delà de cela aussi, il y a d'autres. Ce n'est pas le temps de faire le bilan. Nous allons faire ce bilan-là. Mais pour l'instant, je constate simplement que
le niveau de la vie de la population n'a pas changé. Il n'y a pas eu création d'emplois pour absorber tous les chômeurs que nous avons aujourd'hui. Les services de base, l'eau, l'électricité, ça continue à être des denrées rares dans notre pays. Les familles entières continuent à manger une fois tous les 2 jours parce que par manque de moyens. Et les grèves ont envahi l'administration publique, les enseignants, les médecins, partout. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas payés et quand ils sont payés, ce sont des salaires de misère. Bref, moi je considère que le pays ne marche pas comme on le souhaite. Mais nous aurons l'occasion de faire ce bilan-là de façon circonstanciée avec des éléments à l'appui à la fin du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi dans 2 ans. Et en ce moment-là, on va prendre des décisions s'il faut se lancer dans la course pour 2023 ou s'il faut rester en dehors de là pour pouvoir donc le laisser continuer. Merci beaucoup, M. Noël. Mais avant de nous séparer, comme ça nous reste quelques minutes avec vous. Une proposition apparaît surface. On doit revoir la Constitution. Le mandat du président qui était de 5 à 7 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Le mandat de 5 ans est largement suffisant. Il faut laisser le président travailler pendant 5 ans. Et s'il travaille bien, il est réélu pour encore 5 ans. Ça fait 10 ans. C'est largement suffisant. Et il ne faut pas venir embrouiller les gens de passer donc du quinquennat au septennat. Parce que je connais, j'ai vécu dans des pays qui avaient le système de septennat. Par exemple, en France, François Mitterrand est resté pendant 7 ans. Et après, pendant 7 ans, ça faisait 14 ans. Ça faisait une éternité pour avoir un président de la République pendant tout ce temps-là. La France a réduit de 7 ans à 5 ans. J'ai aussi connu le Sénégal qui avait le système de septennat. Macky Sall a changé cela de 7 ans à 5 ans parce que 7 ans, ça faisait trop. Nous n'allons pas faire le contraire, aller à contre-courant par rapport à ces évolutions-là dans d'autres pays. Donc, je propose à mes compatriotes, gardons 5 ans de mandat, c'est largement suffisant. La Constitution de la République démocratique du Congo, révisée en 2006 au février, aujourd'hui cette Constitution va être encore révisée, changée, je ne sais pas. Est-ce opportune pour la République démocratique du Congo de réviser encore la Constitution? Je pense que c'est opportun de réexaminer la Constitution qui a été adoptée en 2006 et de voir comment le pays a fonctionné pendant tout ce temps. Pendant qu'il y a des points positifs, il y a aussi des faiblesses qu'il faut qu'on arrive à corriger. Je donne un exemple, 2 ou 2 exemples. Dans le cadre de la nouvelle Constitution, dans la Constitution que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions publiques qui sont budgétivores, mais qui ne servent à rien. Moi, je pense qu'il faut qu'on relise la Constitution et qu'on voit comment il faut élaguer ces choses-là qui alourdissent le fonctionnement de notre pays et qui coûtent trop cher pour rien. Je donne l'exemple. Nous avons un Parlement à 2 chambres, Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que nous avons besoin d'avoir le Sénat? En plus d'avoir 500 personnes qui élaborent une proposition de loi, qui discutent, qui adoptent la loi, est-ce qu'on a besoin de 100 autres personnes qui vont relire ce que le travail de 500 personnes pour, je ne sais pour quelle raison. Je considère que le Sénat congolais devrait être supprimé. Pourquoi? Parce que ça n'ajoute pas tellement de valeur. Deuxième élément, nous avons au niveau des provinces, des assemblées provinciales. Je ne connais pas une seule loi en République démocratique du Congo adoptée par une assemblée provinciale qui ne s'applique à cette province-là. Les lois qu'on adopte sont au niveau national et elles s'appliquent à tout le monde. Donc les assemblées provinciales semblent avoir trouvé leur travail de destituer le gouverneur des provinces et ça crée l'instabilité politique. Je pense que nous devons avoir le courage de supprimer les assemblées provinciales. Nous avons un système d'élection à un seul tour dans un pays où il y a 800 partis politiques. C'est une aberration parce qu'on ne peut jamais avoir un président qui aura donc la majorité de voix de tout, pour pouvoir donc être représentatif dans le pays. Je pense qu'on doit d'une part réformer les partis politiques pour réduire de 800 à 2 ou 3 partis politiques au maximum et d'autre part aussi au niveau de la présidence de la République avoir un président, autoriser le système de 2e tour pour qu'au premier tour, qu'il y ait des éliminatoires et au 2e tour, les gens vont se regrouper et on va dégager un président avec une majorité remarquable. Le 3e élément, je trouve par exemple dans la loi électorale, on a autorisé donc des choses telles qu'avoir le système des seuils. Je ne comprends pas ce système-là. C'est une invention des kabylistes qui voulaient embrouiller tout le monde pour placer donc leurs gens à l'Assemblée nationale et dans tous les postes sans que les gens comprennent exactement comment ils sont arrivés là-bas. Il faut supprimer ce système-là pour qu'on ait une représentation directe, ouverte, où quand on a une élection qui implique 10 personnes,
la personne qui a le plus de voix gagne. Il y a d'autres choses. Des institutions comme celle qu'occupe Olengango et la Sensa. Ça sert à quoi? Il y a une autre commission, une institution là que j'ai découvert. Mais ça fait la suivi de dossiers, des accords, voilà. Moi, je ne connais pas ce que ça fait comme travail, ça n'ajoute pas grand valeur. Je trouve une autre institution qu'on appelle le CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Ça sert à quoi? Il faut supprimer ça. Nous avons des cours et des tribunaux qui peuvent faire le travail. CNDH ne sert absolument à rien, c'est un truc budgétivore qui fait perdre du temps à tout le monde. Donc, nous devons réfléchir avec une tête froide pour que, progressivement, la nouvelle constitution, s'il faut parler de la nouvelle constitution, la constitution modifiée, et là, toutes ces choses-là, qui, moi, je pense, donc, ne nous avancent pas à grand-chose. Avant de nous séparer, la dernière question, que pensez-vous de l'opposition de la République démocratique du Congo? Existe-t-elle? Je ne veux pas les juger, mais j'aurais souhaité qu'il y ait une opposition qui parle des idées plutôt que des personnes. Comment qui ça? passe, par exemple, on a eu un sujet qui a frayé la chronique, RAM, le registre mobile. Sur cette question-là, j'ai vu que l'opposition a fait un bon travail. Tous nous sommes intervenus pour dire ça, c'est de l'escroquerie. Il faut supprimer ça. Le gouvernement a supprimé. Mais je veux d'ailleurs qu'on aille plus loin. On a supprimé, mais l'argent qu'on avait collecté, il faut qu'on nous restitue ça. Qu'on restitue cela à la population. Vous ne volez pas l'argent, on vous attrape et vous dites donc vous ne volez plus, mais vous gardez ce que vous avez volé avant. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse restituer à la population l'argent qu'on avait collecté illégalement. Alors sur ce point, je pense que l'opposition et la société civile avaient fait un très bon travail de mobilisation de tout le monde, de protestations contre la mesure gouvernementale. Et on a réalisé donc sur ça. Je souhaiterais que nous puissions continuer à travailler comme ça. Mais au sein de l'opposition, il y a beaucoup de gens aussi. C'est pour ça que je parle de pouvoir... La tête connue, c'est Martin Fayulu, la Mouka dans son ensemble, si l'on peut le dire comme ça. Je ne parle pas des individus. Vous avez bien remarqué que depuis longtemps, oui, je vous dis, je ne parle pas des individus. Je ne veux pas juger ce qu'il fait, je ne veux pas juger qui il est, je ne veux pas juger la vision qu'il a. Mais je vous dis simplement que quand vous regardez ceux qui ne sont pas au pouvoir, la meilleure vision qu'il y a dehors là, c'est le plan Marshall de Nouvelle-Tchèque pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui cherche à mobiliser tout le monde pour développer le pays au profit de tous. Et je voudrais me limiter à ça. J'allais oublier pour vous poser cette question d'ailleurs, avant de nous séparer, la dernière déjà, avec la question de la CENI. Aujourd'hui, la feuille de route présentée par le bureau de Nikadima montre pour un bon nombre de Congolais qu'il n'y aura pas des élections. Et la Mouka, là où l'opposition propose un dialogue pour comme ça trouver des consensus pour de bonnes élections. Je ne suis pas d'accord avec les histoires de dialogue. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il y a eu élection. Il y a un gouvernement en place, il faut laisser les élus là, même s'il faut utiliser le mot élu entre guillemets, continuer jusqu'à la fin de leur mandat et qu'on organise le prochain cycle électoral. Et tous ceux qui ne sont pas au pouvoir comme moi, ils peuvent se présenter et s'ils gagnent, en ce moment-là, donc il y a changement. Mais si on entre dans le cycle là, de chaque fois qu'on n'est pas au pouvoir, on demande le dialogue. On organise le dialogue, on va à la table pour se partager le pouvoir. On ne va jamais s'en sortir. Il faut respecter le calendrier électoral. Il faut respecter les institutions et je veux que ça puisse aller. Mais ce dialogue a pour but d'organiser de bonnes élections, des élections transparentes, libres et autres, parce que vous savez que 2006, 2011, 2018, il y a eu toujours de contradictions. Je vous ai donné mon point de vue là-dessus. Maintenant, si vous voulez organiser le dialogue, vous le faites parce que vous êtes congolaise. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. D'accord, merci beaucoup, M. Noël Tchani, d'accepter notre invitation. Merci mille fois. Et vous direz bonjour à mon ami Sengi Pouloulou, un député exceptionnel que je respecte beaucoup. J'ai découvert en lui beaucoup de qualités. Comme par exemple le patriotisme. C'est quelqu'un qui voit l'intérêt du pays, qui ne se fait pas acheter avec des miettes comme le font beaucoup de politiciens. Là. Il est droit dans ses bottes. Quand il y a un point de vue et dès qu'il a compris une position à défendre, il la défend jusqu'au bout. Et j'espère que nous allons aller jusqu'à faire élire ou voter cette loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté pour qu'elle devienne effective afin de mieux protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Encore une fois, honorable Sengi Pouloulou, bonjour. Merci beaucoup, M. Noël Tchani. Comme vous avez constaté qu'il était notre invité de ce matin, M. Noël Tchani Mwadianvita. Il était candidat en 2018, mais hélas, qu'il n'était pas encore élu président, je crois. Le temps finira par nous fixer du reste. Vous abonnez, vous likez, vous partagez massivement la chaîne Nabino.
pamba te mosala topona eza mpona bino. Au revoir et portez-vous.